Bonsoir et bienvenue à Parole à l'élu, édition du 26 novembre 2013. Ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Marc Carrière, nouveau conseiller pour le secteur de Masson-Angers. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comme première question, justement, en tant que nouveau conseiller municipal, comment vous entrevoyez votre rôle de conseiller? C'est sûr que déjà, mon rôle, c'est de collaborer avec les nouveaux élus, entre autres le nouveau maire. Hier, déjà, premier caucus préparatoire, premier conseil. C'est sûr que on a beaucoup de travail à faire. Tout va vite, tout rentre rapidement. C'est gros, la machine est grosse. Mais en même temps, c'est ça. Très collaborateur. Puis déjà là, il y a eu des gestes concrets qui se sont posés. Puis on voit une certaine collaboration de part et d'autre, entre autres. Vous avez également beaucoup de formations, si je m'abuse. De formation de comité? Formation pour les comités, formation pour le... Bien, c'est ça. Hier, c'est là-dedans qu'on a pataugé pas mal, là, entre autres dans le premier conseil. C'est de faire la nomination des gens à des postes politiques, dans le fond. Puis c'est ça, en effet. C'est là-dessus que des fois, on a pu accrocher, mais en même temps, autant au niveau du maire, autant des indépendants, on est venu à bout à s'entendre sur certaines choses. Puis en effet, je pense que ça prouve comme quoi qu'avec de la bonne volonté puis beaucoup de collaboration, on peut aller de l'avant avec ces choses-là. Je vais revenir sur mon nomination, si vous me permettez, mais juste avant, j'ai mentionné le premier conseil qui a eu lieu le 19, si je m'abuse, hier. On a assisté à quelques petites prises de bec déjà lors du premier conseil. Les 14 indépendants, vous avez eu une rencontre que M. Penneau-Jobin a appris via les pages du quotidien Le Droit. Est-ce que ça part d'une drôle de manière? Bien, je pense pas. Puis en même temps, il y a peut-être eu des erreurs qui sont faites là-dedans, mais en même temps, moi, je pense que c'était nécessaire. Regardez, moi, j'ai eu des discussions, entre autres, avant d'arriver à la nomination avec le maire. Puis, pour arriver, après 3 ou 4 appels téléphoniques de part et d'autre, autant du maire que de moi, samedi passé, on est venu à bout de s'entendre sur les comités qui m'offraient, puis j'ai accepté, dans le fond, son offre. Donc, à partir de là, c'est sûr et certain, quand on s'est rencontrés, les 14, je leur ai dit, regardez, là, moi, je suis bien à l'aise avec ce que M. Penneau-Jobin, M. le maire, m'a proposé. À partir de là, moi, je voulais pas qu'on entre dans la mécanique de changer les choses. Pour moi, là, c'était très satisfaisant, puis même que avec l'expérience que j'ai acquis au niveau scolaire ou ailleurs aussi, ça m'a permis, dans le fond, au moment de la rencontre avec M. Penneau-Jobin, le 8 novembre, ça m'a permis, dans le fond, de lui expliquer ce qu'il en était exactement, où est-ce que je me voyais. À partir de là, clairement, à partir de là, j'ai pu être capable de... Dans le fond, il a accepté, il a compris où est-ce que je me voyais. À partir de là, ce qu'il m'offrait me plaisait. Dans le fond, si je comprends ce que vous me dites, vous avez... certains indépendants semblent se mettre ensemble, si je peux dire. Est-ce qu'on va avoir un deuxième parti? Non, regardez, là, on est loin de là. Mais en même temps, à ces gens-là, j'ai exprimé aussi, je préfère de loin qu'il y ait un parti politique dûment constitué que d'avoir ce qu'on retrouvait avant, des semblants de partis, ou peu importe comment on peut les appeler, dans mon porte-à-porte. À tous les fois que quelqu'un répondait, j'avais cet avantage-là de dire que j'étais complètement indépendant, je n'étais lié à aucun parti politique, aucun groupe d'individus, puis pour moi, c'est important. Je leur ai dit aussi à cette rencontre-là. Maintenant, il y a peut-être une erreur, on aurait peut-être dû convoquer le maire, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on se bousculait dans le temps, on arrivait là. On est tous là en période d'adaptation, d'apprentissage, avec une foule de premières, entre autres les conseils. Oui, le conseil, c'était le premier hier. Comité plénier, on était en formation 2 jours, vendredi passé, lundi de cette semaine. Tout va vite, puis en effet, on arrivait là. Je pense qu'en même temps, cette rencontre-là était nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Peut-être. On revient sur vos nominations, si vous permettez. Vous avez été nommé président de Commission de la sécurité publique et de la circulation. Mm-hmm. Je vous laisse me parler plus de ça. Comment vous allez pouvoir diriger cette commission-là et surtout, qu'est-ce que cette commission-là? Bien là, le moment, là, j'ai pas eu encore de convocation pour la rencontre, mais j'ai eu d'autres nominations aussi, entre autres avec la STO qui devient
une priorité pour l'instant. Mais au niveau de la sécurité publique, c'est sûr et certain. Ma première consultation publique à la Ville, à laquelle j'ai participé en tant que citoyen, ça a été le schéma de couverture de risque en incendie en 2006. J'en ai fait d'autres. J'ai vu même la révision du schéma de couverture de risque en incendie. Même au niveau scolaire, j'en avais fait ma priorité en 2007. J'ai été président du comité consultatif de transport en lien direct avec la sécurité des jeunes, où est-ce qu'on traitait, entre autres, les demandes de brigadiers adultes de la ville de Gatineau. Donc, j'ai acquis énormément d'expérience. C'est sûr et certain que même dans mon porte-à-porte, la notion de sécurité, autant pour les gens de Masson, autant que pour les gens d'Angers, c'est un monde. Les gens de Masson, eux, sont inquiets à savoir qui seront leurs prochains voisins, tandis qu'à à Angers, les gens s'inquiètent de la quantité puis de la vitesse que roulent les véhicules dans leur quartier. Donc, c'est toute une dynamique, dans le fond, l'expertise que j'ai acquis aussi avec mes implications va faire en sorte que, oui, en effet, je vais avoir des vraies questions, des bonnes questions à poser à ces gens-là. À partir de là, puis encore là, la date, on n'a pas eu encore de convocation pour cette commission-là. Ce ne sera pas long que ça va venir. Vous êtes content de l'avoir eu? Absolument, absolument. Vous êtes aussi membre de la Commission des loisirs, des sports et de la vie communautaire, quelque chose qui s'applique quand même bien pour le secteur aussi. Absolument. J'ai constitué deux organismes sans but lucratif, une association de quartier, l'association du Parc Gérard-Marchand. J'ai aussi aidé à un de mes amis, Michel Raymond, à constituer un club sportif, BMX Gatineau. J'ai acquis beaucoup d'expérience, consultation publique encore en 2012, sur le plan directeur des infrastructures sportives et développement communautaire. Une consultation à laquelle j'ai participé. On a même déposé un mémoire à titre de président de l'Association du Parc Gérard-Marchand. Donc, c'est des choses que je vais pouvoir cheminer là-dedans. Puis, en même temps, c'est ça que j'avais un intérêt. C'est sûr que j'avais un intérêt pour cette commission-là. Et en effet, ma collaboration encore là, je pense que ça va aider à faire avancer les choses. Est-ce que vous croyez que c'est à cause de votre expérience que M. le maire vous a attribué ces postes-là? Bien, c'est probablement ça que c'est aussi. Puis c'est en discutant aussi, comme je vous dis, le 8 novembre, quand on s'est rencontrés, c'était une demi-heure. Il fallait être précis, il fallait être concis. J'ai pu faire sortir ces choses-là, en effet. En effet, ça faisait partie de mes demandes, de faire partie de ce comité-là. Des beaux cadeaux, si on peut dire. Vous êtes aussi membre du comité de travail ad hoc concernant l'entretien hivernal des réseaux routiers et pédestres. C'est une mise. La neige va tomber incessamment, justement. L'expérience de ce côté-là? Bien, oui, en effet. Les corridors de sécurité pour les marcheurs, entre autres au niveau scolaire, c'est sûr et certain. Même à titre de commissaire, j'avais déjà amené une résolution dans ce sens-là pour la Ville de Gatineau. On avait demandé, la commission scolaire, en fait, avait demandé de s'assurer que les corridors de sécurité pour les marcheurs, les élèves marcheurs, soient déneigés à temps pour que, justement, que les élèves, les enfants puissent se rendre à l'école dans des corridors déneigés. C'est sûr et certain. Encore là, c'est de l'expertise. Je connais la machine, je sais comment ça fonctionne. Il y a un lien à faire aussi avec les brigadiers adultes. En effet, c'est quelque chose que... Vous n'êtes pas en terrain inconnu. Non, absolument. C'est exactement ça que c'est. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes membre également de la Société de transport de l'Outaouais, la STO. Et Dieu sait que c'est un dossier quand même assez chaud pour l'Est. Est-ce que vous avez déjà une petite idée comment vous allez défendre, aider justement les citoyens de l'Est? Il y a des rencontres qui ont lieu récemment. On commence vendredi. Au niveau de la Ville, on a un budget adopté. Au niveau de la STO, le conseil d'administration a un budget adopté. À partir de là, on va savoir plus précisément qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer. C'est sûr et certain que pour l'Est, maintenant, je suis membre de la STO, mais pour l'Est, le temps de desserte, en fait, le temps que les gens passent dans l'autobus, depuis l'implantation du Rapibus, il y a de l'amélioration à apporter, mais tout passe par le financement. Il faut savoir exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, puis comment, à partir de là, on est capable de s'assurer que les gens, dans mon cas, les gens de Masson-Angers, puissent avoir un service de qualité qui respecte exactement leurs besoins, du moins ce qu'il y avait avant,
encore là, s'il y a place à amélioration. Étiez-vous aux rencontres? Oui, j'ai participé à une. Le 14 novembre, en effet, j'étais là où est-ce qu'il y avait des gens, en même temps, mon collègue de Buckingham était présent aussi. C'était les gens de l'Est qui rencontraient les gens de la STO. C'était pas un endroit pour prendre des décisions. Ça va être à la STO. En tant que membre du conseil d'administration de la STO, c'est sûr et certain qu'on va tenter d'influencer, de travailler pour s'assurer, encore là, que les gens, pour moi, dans mon cas, les gens de Masson-Angers puissent avoir un service de qualité. Vous avez quand même eu la chance d'entendre les doléances des gens. Absolument. J'ai compris, j'ai analysé. J'ai des gens très, très près de moi qui prennent l'autobus à tous les jours depuis longtemps. Mon épouse, entre autres, des amis, où est-ce que les deux, le couple, voyagent en autobus. C'est sûr et certain que j'entends plein de choses. J'ai reçu énormément de courriels. En passant, je n'ai pas tout répondu, là. Mais c'est sûr et certain que tout ce que j'entends, là... c'est pas lettre morte. C'est pas lettre morte, c'est sûr et certain. Puis, regardez, là, on commence vendredi, là. Puis en même temps, puis c'est une bonne idée que le maire siège pour un temps, là, comme président de la STO. Lui aussi, il a rencontré sensiblement les mêmes personnes que moi en campagne électorale. Il a rencontré les mêmes gens que moi. On a entendu les mêmes choses. Moi, je pense que c'est sûr et certain, là. Je ne promets pas des interzones demain matin, là, mais c'est sûr que ça pourrait être une avenue. Maintenant, au niveau de la Ville, on doit adopter notre budget. La STO doit adopter son budget. C'est sûr et certain qu'à partir de là, il va falloir travailler pour s'assurer que les gens de mon secteur puissent, dans mon cas, les gens de Masson-Angers puissent avoir un service de qualité. Est-ce que je peux en conclure que ça va être un de vos premiers dossiers que vous allez travailler? Comme je vous dis, demain, déjà là, je suis dans la paperasse de sa tête, là, j'analyse, puis c'est là qu'on est. Autre dossier que vous voulez aborder très rapidement? Non, je pense qu'on a fait le tour, là, vite comme ça. Je reformule, autre dossier, vous voulez travailler pour les citoyens? Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Là, il y en a plein, là. La sécurité, une de mes priorités, j'en ai parlé aussi, les infrastructures de qualité sportives, c'est-à-dire les infrastructures sportives de qualité. C'est un dossier, mon projet récréo-touristique. Moi, je pense que Masson, encore là, on ne sait pas ce qu'on... On n'a pas eu encore de discussion au sujet, à la Ville, au sujet de Destination Gatineau. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Encore là, il y en a plein. Là. Vous reviendrez nous voir pour en discuter. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'avoir été là. Ne manquez pas, M. Mathieu Ravignan sera mon invité après la pause. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans. 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. De retour à Parole à l'élu pour la deuxième partie de l'émission. On a M. Mathieu Ravignan qui est porte-parole du Conseil du Trésor, le position officielle, et député de Pontiac. Bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne seraient pas trop familiers justement avec la poutine politique, si je peux dire, un porte-parole du Conseil du Trésor, qu'est-ce que ça fait? Essentiellement, vous saviez que le Conseil du Trésor au sein du gouvernement est responsable pour tous les paiements, aussi pour la fonction publique, le Trésor de l'État. Et donc, mon homologue, le ministre, c'est le président du Conseil du Trésor, qui est M. Clement. Aussi, le Conseil du Trésor impose des lois, des critères sur l'approvisionnement de l'État, sur l'utilisation de l'argent de l'État. Donc, moi, je suis vraiment la personne, un peu le pitbull qui
fait en sorte que le gouvernement dépense bien son argent, le fait d'une façon transparente et imputable. Donc, je suis là pour reste vraiment être certain qu'il y a un respect pour l'argent des contribuables. Vous avez mentionné le pied de bouche, je vous permets, vous avez sorti les dents justement pour le régime de soins de santé de la fonction publique qui a fait couler énormément d'encre. Les lettres ont rentré au bureau de député. Qu'en est-il de ce sujet-là? Est-ce que les retraités vont se voir couper? Vous avez assez montré les dents, si vous me permettez une métaphore? Pour l'instant, c'est une des raisons pourquoi on a travaillé si fort là-dessus, c'est qu'on voulait mettre la pression parce que ils n'ont pas décidé d'aller à l'avant encore. Donc, on s'attend que M. Clement va peut-être prendre une décision à la mi-décembre, peut-être avant de s'arrêter pour la pause de Noël. Et puis, on voulait mettre autant de pression pour lui démontrer que c'est vraiment mal pensé. Mais malheureusement, il n'a pas de l'air à vouloir changer d'idée. Mais évidemment, l'Association des retraités fédéraux ont mis énormément de pression sur lui. On a reçu des milliers puis des milliers de lettres. Les pétitions ont été signées. Et puis, mon bureau ainsi que les bureaux des députés de la région, on a organisé une rencontre avec ces gens-là à la cabane à bois à Holt. Et puis, ça a été un grand succès. Donc, on espère que le ministre va écouter et puis va penser à peut-être réduire les dépenses de l'État ailleurs que dans les poches des retraités. Il faut se dire qu'il y a beaucoup de retraités qui ont très peu de revenus. La moyenne, juste pour ce régime-là, d'un homme, c'est 27 000 par année. Puis pour une femme, c'est 21 000, 22 000. On fait pas... on est en dessous du seuil de la pauvreté. C'est ça, exactement. Donc, il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas des gros montants. Et puis, il faut protéger la vie des gens. Peut-être que l'esprit de Noël va faire changer l'idée de M. Clement. J'espère. Je vous amène sur un tout autre sujet, le tristement célèbre Sénat. Mon Dieu, que ça a fait couler de l'encre. Il y avait les 3 sénateurs qui ont réclamé des dépenses dites injustifiées. Maintenant, sont suspendus, mais n'auront pas remboursé. Vous avez, l'NPD a martelé, je le redis une 3e fois, martelé de questions le gouvernement. Est-ce que vous croyez que ça va porter fruit, tous ces efforts, justement, pour l'abolition du Sénat? Bien, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que c'est vraiment un abus de l'argent des contribuables. Il faut se demander, c'est comme n'importe quoi, est-ce que le ratio qualité-prix, je veux dire, est-ce que pour le Sénat, se justifie? Est-ce que c'est une institution qui fait son travail? Et puis, elle le fait de moins en moins. Elle est de plus en plus partisane. Et je pense que ça fait partie de quelque chose de sain d'avoir cette conversation-là dans la scène publique. Et puis, il y a de plus en plus de Canadiens qui se posent la question, bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais ce qui est essentiel là-dedans aujourd'hui, c'est le rôle du bureau du premier ministre dans tout ça. Et puis, je pense que les Canadiens ont raison de s'attendre que leur premier ministre soit honnête, que leur premier ministre soit clair à propos de ce qui s'est passé. Et puis, la réponse à nos questions a changé, je ne sais pas combien de temps. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche qui s'est passé dans le bureau du premier ministre. Il y a de plus en plus de ses employés qui sont impliqués, particulièrement à avoir caché le paiement à M. Duffy, au sénateur Duffy. Et puis, l'abus, évidemment, des autres sénateurs, c'est une culture qui fait partie du patronage. Il faut dire que c'est une chambre où le patronage est tout à fait courant. Et puis, faut vraiment s'interroger sur le futur de cette institution-là. Justement, vous parlez des citoyens qui commencent lentement, mais sûrement à se questionner par rapport à ça. Certains membres du Parti conservateur, M. Bernier en tête, ont dit qu'il faudrait peut-être faire un référendum là-dessus pour avoir l'opinion des gens. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, faut d'abord voir l'opinion de la Cour suprême. Faut voir le processus, la constitutionnalité d'un référendum, de toutes sortes d'options pour soit réformer le Sénat ou soit s'en débarrasser complètement. On n'est pas là à un référendum. Je pense qu'il faut voir la décision de la Cour suprême. Mais nous, depuis, vous ne saviez peut-être pas, mais depuis 1932, même avant le NPD, quand on était le parti, le CCF,
on avait une position d'abolition. Dans le monde, il y a des États démocratiques qui fonctionnent avec une chambre, et puis on pense que c'est la meilleure chose et qu'il est possible de le faire. On verra comment. C'est le mécanisme qui n'est pas clair. Une histoire à suivre qui risque encore de prendre quelques temps. Définitivement. Vous avez déposé un projet de loi dont la première lecture a été faite le 2 mai, le projet de loi C-505, portant, et là je cite, sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? D'habitude, il y a une première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, ce qui peut être quand même long. Où c'est rendu tout ça? Bien, pour l'instant, il y a une petite pause parce que le gouvernement, il y a une prorogation. Donc, le gouvernement, ça ne touche pas. La prorogation ne touche pas les projets de loi émanant des députés, mais le calendrier de la Chambre est sous le contrôle du gouvernement, en négociation avec l'opposition officielle. Mais le gouvernement a d'autres priorités que l'imputabilité puis la transparence. Ce projet de loi-là, il faut dire, les fonctionnaires sont les mieux placés à dénoncer des malfaiteurs, des actes de malfaisance à l'intérieur de la fonction publique et à l'intérieur du gouvernement. Et puis, il faut protéger ces gens-là. Il faut s'assurer que ces gens-là peuvent divulguer, peuvent nous dire qu'il y a quelque chose de louche qui s'est passé, de non éthique, avec l'argent des contribuables. Et mon projet de loi va bonifier cette protection-là pour eux. Et puis va s'assurer qu'ils vont se sentir plus confortables de venir de l'avant. Il y aurait moins de représailles. Par exemple, souvent, on perd notre emploi parce que ça crée une situation de conflit au travail. Il faut protéger ces gens-là, puis on a l'intérêt de le faire, le public a l'intérêt de le faire, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce que notre gouvernement fait, surtout dans des situations qui ne sont pas éthiques. Si je comprends bien, on peut parler de la dame qui a dénoncé les abus dans l'assurance-emploi. Oui, tout à fait, c'en est une, Sylvie Terrien. Vous parlez de Sylvie Terrien, oui. Et puis, il y en a d'autres aussi qui, dans le passé, ont été très maltraités après avoir dénoncé des faits comme ça. Ce sont des faits importants. Vous avez mentionné le mot transparence à quelques reprises depuis le début de l'entrevue. Pourquoi est-ce que c'est si important pour M. Mathieu Ravignan? Bien, c'est si important tout simplement parce que je suis un démocrate. Je crois à la démocratie. Je pense que le pouvoir vient du peuple. Mais le problème, c'est qu'il y a une tension dans la politique entre le pouvoir des élus et le pouvoir du peuple. Et puis, dans le mandat des conservateurs, la concentration du pouvoir politique, surtout dans le bureau du premier ministre, est sans précédent dans l'histoire du Canada. Et ça, c'est malsain. Et pour être capable de remettre les choses un petit peu en place, il faut donner au public, au peuple, le pouvoir de savoir d'abord des choses sur le gouvernement. Et puis, je ne sais pas si vous saviez, mais la demande à l'accès à l'information, qui est une simple demande que tout citoyen, journalistes en particulier, qui ont un très grand rôle à jouer dans notre démocratie, ils font une demande tout simplement pour avoir de l'information qui pourrait être sensible. Ce délai-là, parce que c'est important d'avoir des bonnes informations aussitôt que possible pour une histoire importante, ces délais-là sont de plus en plus longs. La qualité de l'information qui est donnée est de plus en plus barrée en noir, en encre noire. Ça rend la tâche des journalistes et du peuple très difficile pour assurer que le gouvernement est démocratique. Je vous amène dans un sujet qui est un peu plus régional, si je peux dire. Vous avez interpellé la direction du CN, le train, les ministres concernés, la mobilisation de la MRC de Pontiac concernant le démantèlement de la voie ferrée. Ça s'est passé cet été, on est au mois de novembre. Qu'est-ce qui a amené? Bien, c'est incroyable quand les gens se tiennent debout, tiennent quelque chose à cœur et puis se mobilisent. Avec les retraités fédéraux, la campagne est incroyable. Avec la MRC de Pontiac, la campagne est incroyable. Ils ont barré les travaux. Ils ont fait, évidemment, ce n'est pas à moi de juger leur méthode. C'est eux qui ont choisi les méthodes qui veulent. Ce n'est pas à moi de nécessairement être d'accord ou en désaccord, mais je respecte le fait que les gens se mobilisent et y croient. Et cette situation-là, c'est un conflit entre les besoins d'une compagnie, évidemment les besoins
de rentabilité d'une compagnie, de profit d'une compagnie et d'une communauté qui a besoin de garder son infrastructure. Une communauté, il ne faut pas se le cacher, le Pontiac, c'est la municipalité la plus pauvre au Québec. Et de démanteler l'infrastructure qui pourrait aller chercher des investisseurs. Quand des investisseurs veulent venir dans une région, ils veulent savoir qu'il y a une infrastructure. Enlever le rail dans cette région-là, ça pourrait mettre en danger une croissance économique qui est importante et la création d'emplois qui est importante. Elle se sentit visée et puis elle a donc réagi. Je leur ai donné mon support. J'espère que c'est en avant des cours présentement. On verra qu'est-ce qui serait la conclusion. De nombreux dossiers à suivre avec vous. Tout à fait. On passe à quelque chose de vraiment plus léger. Vous enseignez le karaté gratuitement. Corrigez-moi, je me trompe. Aux enfants, Wakefield, vous le faisiez avant l'élection. Oui. Vous le faites encore maintenant. Oui. 2 petites questions. 1, pourquoi vous avez continué? Et 2, où vous trouvez le temps de faire ça? Ah, bon, 2 excellentes questions. La première, c'est que pour moi, le karaté a été fondamental dans ma formation. J'ai eu des moments difficiles quand j'étais adolescent à l'école, etc. Et ça m'a vraiment donné la discipline à poursuivre, à aller à l'université. Et donc, je veux redonner cette discipline-là, cet amour d'un art et d'un sport qui donne beaucoup de confiance aux jeunes. Et puis, donc, c'est la raison pourquoi je le fais à but non lucratif. Et parce que mon instructeur aussi le fait à but non lucratif. Et puis, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, j'ai pu faire ces cours-là à un très bon prix. Et puis, ça m'a changé, vraiment, ça m'a changé la vie. Donc, j'aimerais offrir ça à la communauté. Un redonner au suivant. Exactement. Et puis, comment je trouve le temps? Bien, ça, c'est plus difficile, mais heureusement, c'est tôt le samedi matin. Et puis, il n'y a rien de mieux un samedi matin que de se lever et faire un entraînement avec des enfants. La discipline de se lever. Oui. Excellent, M. Ravignon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on a, mais je vous réinvite à venir vous asseoir en avant de moi, jaser des nombreux dossiers qui sont en suspens, si on peut dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été encore avec nous ce soir et on se reparle la semaine prochaine.